Merci. Nous allons parler usage, métier, service. Et je vais d'abord vous présenter les intervenants. Alors j'ai choisi une présentation, je ne vais pas faire leur CV parce que nous n'avons qu'une heure, donc ça serait quand même difficile. Et je vais commencer par Bertrand Kintz, qui est directeur stratégie d'Amadeus. Alors pour chacun, je vais donner 3 points qu'on ne connaît pas forcément. Alors Bertrand a fait du yield management dans les vélos. Alors j'ai appris ça l'autre jour, c'est très important pour réguler le trafic. Il aime les voyages, ça on le sait, Air France, Amadeus. Et en fait ce qu'on sait moins, c'est qu'il aurait pu être architecte en bâtiment. Et je le cite, j'aime assez les côtés créatifs, scientifiques et rigoureux de cette discipline. Je ne me souviens pas de ce qu'il l'avait dit, mais bon. Alors, un soir, Alain Moustar remplace Richard Viel, qui est convoqué à l'ARCEP. Donc merci Alain de nous rejoindre. Alain est DSI de Bouygues Télécom. Alors, je le cite, il a l'impression de changer de métier tous les ans. Il fait un bon duo avec son DG, dont il sait mettre les baskets, il nous le prouve aujourd'hui. Alors il dit, un pied dans le métier, un autre dans la technologie. Et c'est sur le net. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il a pratiqué l'équitation en compétition. Guillaume Membourg, qui est directeur général d'Exalid, qui a été récemment acquise par Dassault Systèmes. Il est professeur d'informatique à Centrale Paris, depuis longtemps. Il a participé à la création de l'Institut Genève+, il y a quelque temps déjà aussi. Et je dirais qu'il fait de l'intuitif et de l'usage un composant de l'innovation. Et ça, c'est pas mal pour un ingénieur. Et Georges Épinette, qui est à la Steam, des Mousquetaires, on le connaît, on sait qu'il est un agitateur d'idées, c'est un des 100 geeks de l'année, on va le dire comme ça. Il fait un véritable travail de recherche, et il lit beaucoup de livres savants pour écrire, ça je m'en suis aperçu, je ne comprenais même pas les titres. Et il a de nombreux domaines d'expertise. Alors il y en a 2 qu'on connaît peut-être moins, c'est l'une des passions, c'est la voile et c'est la musique bretonne. Alors j'ai choisi par donner quelques assertions et je vais faire réagir les intervenants sur les assertions en disant on se place en 2015 et on va voir si on est sur le bon chemin, si on va y arriver. Alors je dirais qu'en 2015, les usages structurent les services clients, sans exception. Alors, c'est vrai que les services n'existent que s'ils sont consommés, mais on voit bien que l'intuition de l'usage, si on la modélise, on pourrait en faire des services nouveaux ou modifiés. Alors je vais demander à Georges, parce que tout n'est pas intuitif, si l'usage ne nécessiterait peut-être pas une connaissance préalable. Alors oui, j'ai quelques points peut-être à aborder aujourd'hui sur ce que pourrait être l'usage dans les années qui vont venir. D'abord, le premier point, c'est il me semble que l'usage devient de plus en plus fusionnel. C'est-à-dire que de plus en plus, on a un appareil pour tout faire, on a une approche générique, on le voit par exemple sur l'approche multicanal, et on voit aussi que ça a toujours existé, que l'usage peut créer de nouveaux produits, mais aussi qu'il y a de nouveaux produits qui peuvent créer de nouveaux usages. Alors ce qui est intéressant, c'est le tout intuitif. De plus en plus, on se refuse de chercher à comprendre, on se refuse à lire un mode d'emploi, et ça interpelle sur le phénomène d'hybridation, c'est-à-dire il y a une rupture générationnelle, et on se demande, bien sûr, l'intuition d'usage, quelle va être la façon d'envisager les futurs modes d'emploi avec les outils d'aide en ligne, la notion de prise en main. Et ce qui me semble aussi important, c'est que la valeur d'usage, c'est un leitmotiv, on en parle énormément, ne serait-ce qu'aussi bref, la valeur d'usage, on voit que cette valeur-là n'a plus de valeur affective. Parce que la relation qu'on a maintenant avec nos objets est totalement banalisée. Elle est banalisée par le fait qu'on est dans des processus de consommation et on n'achète plus rien, on fait, vous le savez, consommation, leasing, location, etc. Et on est
astreint à des cycles de renouvellement qui fait que l'objet est un peu désacralisé. Et sur la valeur, il y a 3 instances qui me semblent importantes au niveau de la consommation. Il y a une valeur intentionnelle qui existe toujours quand on veut acheter quelque chose. Il y a un désir, une croyance, etc. Il y a une valeur d'action, c'est la valeur, en fin de compte, d'utilisation de l'appareil. Et puis, il y a une valeur de contentement. Et je trouve que c'est une valeur de contentement, c'est-à-dire une valeur une fois qu'on est satisfait. Je trouve que ça, ce phénomène est assez nouveau et il va prendre de plus en plus d'ampleur. Ce qui m'apparaît aussi, c'est que on va de plus en plus vers des usagers ou des utilisateurs experts. Alors, on a déjà assez souvent parlé du co-design. Le co-design, c'était surtout dans une logique interentreprise. Mais maintenant, on tend à parler, depuis 2007, mais de plus en plus, du crowdsourcing. Donc le crowdsourcing, il est à la fois en mode push et en mode pull, c'est-à-dire que le consommateur va expliciter ses attentes aux fournisseurs. Je reviendrai sur le problème des attentes tout à l'heure. Au même titre, le fournisseur peut demander à ses clients de participer à l'élaboration d'un produit. Et là, se distinguent 2 types de communautés. On le voit de plus en plus, des communautés de passionnés compétentes, c'est-à-dire des gens qui vont venir travailler, j'allais dire, spontanément, bénévolement, parce qu'ils sont vraiment entichés d'avoir un produit qui corresponde à leur attente, et puis d'autres personnes, d'autres communautés, qui sont plutôt compétentes, passionnées, c'est-à-dire qu'ils ont, ils sont intéressés par le sujet, mais ils sont prêts à travailler le plus souvent moyennant rétribution. Alors, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est être capable de mesurer ex ante, c'est-à-dire au préalable, les attentes, puisqu'à chaque fois qu'on sort un produit, on essaye de percevoir l'usage, la réception de l'usage au niveau des habitus, mais c'est trop tard très souvent. Le produit il est fait, et bien on peut un peu le modifier, mais pas beaucoup. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'être en mesure de remonter au moment de la conception sur ce que peut être l'usage. Alors, sur ce que peut être l'usage, il ne doit pas répondre obligatoirement à un besoin. De plus en plus, on doit répondre à des attentes. Et les attentes, la différence pour moi est très importante, parce que l'attente, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement exprimé. Donc, on va avoir par exemple des attentes implicites. Si on prend Alain va en parler certainement mieux que moi tout à l'heure, par exemple le PDA, un PDA automatiquement doit être un téléphone, mais on a aussi des attentes propositionnelles ou proportionnelles, ça dépend. Par exemple, l'autonomie de la batterie, on sait tous que ça va constituer un plus sur une décision d'achat. Et puis on a des attentes différenciantes, qui ne sont pas obligatoirement exprimées, mais si par exemple mon téléphone fait aussi outil de paiement sans contact, eh bien ça va peut-être m'intéresser et ça va procurer un avantage concurrentiel. Alors à ces 3 types d'attentes-là, évidemment le marché, on en a parlé en première partie d'exposé, le marché évoluant, il y a ce que j'appelle une valeur d'usure, parce que l'écosystème évolue et cet avantage concurrentiel est assez n'est pas évidemment pérenne. Alors il y a plusieurs outils qui existent pour faire ça. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais moi j'ai un outil que j'aime bien qui s'appelle Cotic, qui permet justement qui est fait par le CNRS, qui permet effectivement de mesurer ex ante ce que seront les futurs usages. Et le fait de regarder un peu ces outils-là permet de un peu dessiner ce que pourraient être les futurs usages dans les années à venir. Alors, en conclusion juste de cette petite introduction, je trouve quand même qu'on est dans un paradoxe. Parce que le paradoxe, dans les années 70, il y a un gars qui s'appelait Gunther Anders qui a appelé ça la honte prométhéenne. C'est-à-dire qu'on a un désir de liberté sur des produits qui sont aliénants. On a une aliénation, c'est incroyable, qui est consentie, des outils style Facebook, et on a aussi des aliénations qui sont addictives. Et ce qui me fait dire que de plus en plus, la pensée de l'homme est hétéronome, et alors que son comportement, lui, est de plus en plus conditionné. Et il revendique ce conditionnement. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Si Georges, tu nous fais réfléchir là, vraiment. Alain va tout de suite prendre la balle au bon, parce qu'en fait, quelque part, on peut exenter, on peut tout à fait imaginer ou prévoir l'usage, mais si on veut l'améliorer, si on veut améliorer la qualité d'expérience ou la qualité de contentement ou la valeur de contentement, il faut le mesurer. Comment un opérateur arrive à mesurer l'usage de ces services? Tout compris, mais
lirai tes bouquins. Il va nous sortir un livre. Il y a juste un truc que tu es obligé de préciser, c'est que Bertrand est grand-père depuis cette nuit, là, quand même. Donc s'il a les yeux pas trop enrayés, c'est... Bravo, quand même. Et comme c'est sa première petite fille, on est souligné. Juste sur effectivement, les... Non, mais je suis assez d'accord, Georges, sur quand tu dis les usages, structures, les services. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Dans le monde des opérateurs télécoms, je crois que vous en avez parlé dans la première table, c'est vrai que c'est essentiel pour nous. Enfin, nous, tout est axé, je dirais, sur nos clients et sur leur usage. Même si, finalement, on pourrait se dire, un opérateur, finalement, c'est une boîte de techno. Vous avez une B-Box, vous avez un PC avec une carte 3G, vous avez un smartphone. Bon, c'est de la techno, certes, mais ce qui est intéressant, c'est l'usage qu'on en fait. Et d'ailleurs, dans toutes les coms que vous voyez des différents opérateurs, c'est quand même essentiellement axé sur les services que rendent effectivement ces outils-là, mais c'est quand même très orienté service. Et pour citer un exemple, nous, enfin chez Bouygues Télécom, tout est axé autour donc d'un CRM, du BI, et donc ça permet, à partir des usages que l'on voit de nos clients, la façon dont ils utilisent, la façon dont ils pensent leur service, c'est de fabriquer les offres. Et non l'inverse. Par exemple, l'illimité, il est quand même venu d'un usage de nos clients, de vous, j'espère qu'il y en a des clients ici, du fait d'avoir un besoin d'illimité. Et après, on a fabriqué ces offres. Mais ça, c'est bien une connaissance à travers des outils additionnels, à travers le CRM, qui soit sur le web, qui soit à travers nos conseillers clientèle, qui soit dans nos boutiques. C'est de dire, finalement, en fonction de l'usage que vous voulez faire de votre PC, de votre B-Box ou de votre téléphone, c'est fabriquons les offres. Et non, voilà. Donc c'est pour ça que je suis assez d'accord pour dire que les usages fabriquent les services, même si on y reviendra dans le cours du débat, je crois. Sans technologie, je vois pas non plus ce qu'on ferait. Donc à un moment donné, il faut quand même que ça s'appuie sur du concret. Mais je crois que c'est un peu le débat de la poule et l'œuf, c'est est-ce que c'est les technos qui poussent les usages ou est-ce que c'est les usages qui tirent les technos? Rendez-vous dans une demi-heure, on n'aura peut-être pas répondu, mais en tout cas on aura posé au moins la question. Et puis je vais citer juste un exemple pour être peut-être concret. On a mis en place une application qui s'appelle un bilan de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez aujourd'hui sur le net ou sur nos différents points de vente, on vous fait un bilan de votre usage. C'est-à-dire, on est bien là dans le sujet, c'est-à-dire en fonction de l'usage, est-ce que finalement vous avez un forfait de 2 heures et vous n'utilisez qu'1 heure par mois? Ben, l'idée de ce bilan, c'est de vous le dire. Et après, de vous vendre un forfait d'1 heure. Alors vous allez me dire, il est complètement fou celui-là, il est en train de baisser son chiffre d'affaires, mais je crois que c'est une certaine manière de fidéliser nos clients. Donc on est bien dans le bilan de conso, c'est à partir de votre usage, vous donnez la meilleure offre, et non pas vous pousser de l'offre, et puis à la limite, utilisez-les si vous en avez envie. C'est bien. Bilan de conso, c'est quelque chose de concret, je trouve, qui alimente le débat. Voilà ce que je... Ça offre un service de plus. Un service de plus, oui. On va passer la parole à Guillaume. Guillaume, tu vas nous présenter rapidement ton entreprise et nous montrer comment les usages issus du web influencent l'entreprise, sont entrés dans l'entreprise. Moi, j'ai envie de dire qu'ils font une conception un peu plus sexy, plus attractive, mais aussi c'est toujours disponible. Bonjour. Donc Exalid, où je travaille, est effectivement un éditeur de logiciels français, comme ça a été dit, qui a rejoint le groupe Dassault Systèmes il y a presque 6 mois maintenant. On est éditeur de logiciels d'accès à l'information. Alors peut-être un mot, c'est pas mal qu'on commence par cette question-là pour nous. Nous, ce qui nous frappe beaucoup, et on travaille autour de ça, c'est que les usages issus du web sont en train de pénétrer dans l'entreprise. Et peut-être aussi pour présenter Exalid, je pourrais dire que nous ne sommes pas le Google français. Et nous n'avons jamais envisagé de l'être. Et je discutais avec quelques-uns tout à l'heure. Il y a une actualité intéressante dans ce domaine du search, de la recherche sur Internet. Le numéro 3 ou 4 dans ce domaine-là, qui est ask.com, que peut-être certains d'entre vous connaissent, a été acquis il y a quelques années par Barry Diller, un investisseur américain, pour près de 2 milliards de dollars. Et il espérait évidemment pas mal de choses autour de ça. Et il a clairement annoncé hier qu'il arrêtait. Les 150 salariés terminent leur contrat, donc il arrête. Donc ce combat du search sur le web, il est considérable, il est à la taille de Google, qu'on n'a pas encore cité beaucoup, mais je pense qu'on y reviendra. Nous, on est sur le web. Alors on est sur le web, pas comme acteur du search, mais à 2 titres. D'abord parce que c'est pour nous une plateforme technologique extraordinaire. Les chiffres donnent le vertige.
le volume d'information web, c'est 20 hexaoctets. Alors l'hexa, c'est pas encore une unité de mesure qu'on manie beaucoup dans nos écoles d'ingénieurs. On connaît giga, téra, péta, et ben 1000 pétas, c'est un hexa. C'est-à-dire que le volume d'information accessible sur le web, c'est 20 000 pétaoctets ou 20 millions de téraoctets. Donc pour nous, qui avons l'ambition d'aider à trouver dans des volumes... Oui, c'est ça. Donc nous comme volume d'information, c'est quand même fabuleux d'arriver à de pousser des technos pour accéder à des volumes considérables. Et puis le deuxième intérêt pour nous du web, c'est les usages. Donc on a effectivement un site de recherche sur le web et je vais vous dévoiler des petits internes d'Exalid. On a fait des essais d'affichage d'interface utilisateur. En se disant avec quel type de fenêtre ou de présentation des résultats je vais garder mon utilisateur. On sait bien que sur le web, c'est pareil chez les opérateurs télécoms, la stickiness est importante. C'est combien de temps on peut le garder. Donc il faut que ce soit fluide, il faut qu'on ait envie de naviguer, il faut qu'on reste. Et on avait développé un petit automate qui affichait 4 interfaces utilisateurs différentes aléatoirement. Et vu les volumes d'utilisateurs qu'on avait sur notre site web, on pouvait regarder quelle interface nous permettait de garder l'internaute plus longtemps avec satisfaction de l'internaute. Et on a fait évoluer notre interface en fonction de ça. À quel endroit il fallait mettre, alors pas la fenêtre de recherche, parce que ça c'est clair, c'est en haut de l'écran, mais on a les facettes de navigation qu'on a essayé à gauche, en dessous, à droite. Voilà, donc en termes d'usage, pour nous, c'était passionnant. Et donc, en déclinaison de ça, nous, on est très frappés, et c'est un des axes qu'on pousse beaucoup, puisque, en fait, notre activité principale, c'est de vendre du logiciel aux entreprises, pour les aider à mieux accéder à l'information dont ils ont besoin, information interne ou externe, d'ailleurs, qui peut être à l'intérieur du firewall ou au-delà, parce qu'il y a de l'information sur le web qui peut vous intéresser aussi. Donc notre interface d'accès à l'information, elle est issue de ces usages qu'on voit sur le web. Et les autres choses qui nous frappent aussi du web, c'est la chaîne de haute disponibilité, qui est la disponibilité du réseau, la disponibilité matérielle, la disponibilité logicielle. C'est des points considérables. Et on peut peut-être encore avoir l'idée du monde du web qui est une bande de chevelus, pizza, coca au fond d'un garage. Il y a des vraies applis sur le web, et quelques-uns autour de la table, on le sait. Et les acteurs français, les Amadeus, les Cdiscount, les Voyages SNCF, les Fnac.com, les Pages jaunes, c'est des infrastructures de production qui sont fabuleuses, qui sont du 24/7 absolu, parce que le revenu, il dépend que de la disponibilité de l'appli. Donc il faut que ce soit up and running 24/7, voilà, avec des taux de dispo extraordinaires. Ça pousse à l'amélioration des technologies de façon extraordinaire. Voilà. Donc on est très à l'écoute de tout ça. La dernière chose, c'est l'usage des applis, stickiness et combien de temps l'utilisateur pourra rester. Il y a quelque chose qui est très frappant sur le web, mais aussi dans les nouvelles applis. On ne peut pas ne pas citer Apple et son iPhone et sa tablette. Pas de formation, pas de manuel utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on en tire nous dans les entreprises, nous éditeurs de logiciels ou les directeurs informatiques, qu'est-ce qu'on en tire sur la capacité de nos centres de production à fournir des applications intuitives. Voilà, c'est encore quelque chose que le web nous pousse à améliorer. Très bien. Je vois Bertrand qui trépigne là-bas. Non, je pense que il y a quand même un service qui est très fortement tiré par l'usage, c'est le Vélib, on ne peut pas ne pas en parler, hein, et je pense que tu as quelques anecdotes là-dessus. Bon, moi j'ai des réponses assez contrastées à la question sur est-ce que c'est le consommateur qui structure l'usage, qui structure les services ou l'inverse. Hein. Alors effectivement, mon expérience Vélib qui
qui n'est pas en 2015, mais qui était maintenant il y a 2-3 ans. Où là c'est vraiment l'illustration d'un nouveau service de transport en commun individuel, comme on l'appelait, hein, où clairement les mesures ex-ante d'usage de ça n'existaient pas, puisqu'il fallait, enfin à cette échelle-là dans Paris c'était impossible, et par contre on avait vu que le problème de fond qui était la régulation du système avec la possibilité de trouver un vélo et de pouvoir le reposer n'importe où était la clé de la réussite. Cette régulation, elle s'est faite par l'usage, clairement. Évidemment, l'opérateur avait prévu les densités de population, le fait que les gens ils habitent dans le pourtour de Paris et ils vont travailler dans le centre et réciproquement. Mais après, les usages les usages de mode du début, par exemple d'aller à l'opéra en vélo et de poser son vélo à une station où il n'y a que 10 places, donc ça devient un cauchemar très rapide. Donc ça s'est arrêté très vite. Et par contre, pour le reste, ce sont les consommateurs qui se sont habitués petit à petit à aller à telle station, etc. Et le système s'est autorégulé. Donc ça, et ça a été très loin. Donc après, nous on a mesuré au fur et à mesure ces choses-là, évidemment. Et alors on a complété les stations, grandi, rapetissé quelques stations, mais on a aussi traité les non-usages, c'est-à-dire de reposer un vélo sur la colline de Montmartre, hein, puisque tous les vélos descendaient. On a fabriqué des incentives, des demi-heures gratuites pour inciter les gens à reposer leur vélo là où ils n'avaient pas envie de le faire. Bon, donc typiquement, c'est un service qui s'est structuré par l'usage. Bon, dans mon nouveau business là, qui est le voyage aérien, là, 2 chiffres qui montrent qu'effectivement l'usage sur le web et le self-service dans le domaine du voyage, c'est une pratique extrêmement forte. Hein. Il y a 40% des recherches sur les moteurs de recherche qui concernent le voyage. D'accord. Il y a, je crois, 9300 applis dans l'App Store, dans l'iPhone, qui concernent le voyage de près ou de loin. Donc il y a un foisonnement énorme, mais par contre là, les technologies maintenant sont mûres, mais il y a énormément d'acteurs. Hein, il n'y a pas un opérateur de service, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a les compagnies aériennes, des Expedia, il y a des acteurs de plus en plus nombreux. Et là, c'est pas l'usager le pauvre usager, il a encore du mal à s'y retrouver dans tout ça. Il va falloir qu'il soit défendu. Alors, justement, ça fait le lien avec la deuxième insertion. Hein, qui est en 2015, les communautés d'utilisateurs influencent directement les applications et les services. C'est-à-dire que réellement, on a besoin d'avoir une boucle de contrôle, je ne sais pas comment on pourrait le dire, de représentation, voire un syndicat en fait, hein, entre guillemets. Hein, c'est comment on représente, comment on arrive à dialoguer avec l'ensemble de ces clients, usagers, utilisateurs. Alors Bertrand, tu as toujours la main là-dessus. Est-ce que c'est un chaînon manquant qui se structure ? Alors oui, la structuration et l'écoute des communautés, il y a autour du voyage énormément de sites communautaires. Hein, je pourrais citer les Voyavo, des choses comme ça. Il commence à y avoir des moteurs de réservation sur Facebook, etc. Donc il y a les gens s'échangent leurs expériences de voyage, les sites web de voyage, surtout pour le loisir, sont à l'écoute des communautés. Hein, les systèmes de notation pour les hôtels et tout ça, c'est quelque chose qui est une pratique courante. Et effectivement, si les gens acceptent maintenant de réserver des hôtels sur le web, c'est parce qu'il y a un retour. Hein. Alors nous, Amadeus c'est un acteur communautaire dans ce monde-là où on sert les compagnies, les agences, etc. Donc on est un peu au milieu de tout ça, mais on n'est pas directement avec l'usager. Hein. Ça n'empêche pas que pour faire évoluer nos produits, on a quelques outils en marque blanche. On a un site qui s'appelle Check My Trip, où l'usager peut avoir sa mallette de son bulletin de voyage s'il a un numéro de dossier Amadeus. Je vous encourage à le télécharger. Mais nos communautés à nous, c'est les communautés de nos clients qui ont la chance, qui ont le bon goût d'être peu nombreux. Les compagnies aériennes, des grandes compagnies aériennes dans le monde, il y en a 150, hein, donc c'est une communauté plus facile, avec qui il est plus facile de travailler qu'une communauté SAP par exemple. Et donc avec ces gens-là, on a effectivement un travail extrêmement structuré qui permet de fabriquer petit à petit de la standardisation et de la facilitation, parce que le voyage par définition c'est multiforme, international, etc. Voilà. Oui, et puis à un moment on peut être un peu perdu. Et puis,
Et puis à un moment, on peut être un peu perdu. Alors, oui, alors effectivement, le problème dans ce monde-là, c'est la non-standardisation. Donc, et il y a eu beaucoup d'expériences depuis longtemps d'usage de services, de self-service dans les aéroports. Les bornes libre-service, par exemple, c'est une expérience que vous avez tous eue, mais c'est quelque chose qui a mis au moins 20 ans à mûrir. Et la cause profonde, c'était la non-standardisation de l'usage, justement. Et c'est encore vrai. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous prenez votre carte d'embarquement sur Air France, il faut répondre oui à toutes les questions sur les bagages. Et si vous prenez British Airways, il faut répondre non. Donc ça, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. D'où l'utilisateur qui va, ou le consommateur qui va structurer l'usage en disant moi je veux répondre de la même manière. Alors, lorsqu'on va chez Bouygues Télécom, on a quand même des communautés de consommateurs qui sont beaucoup plus larges. Comment on arrive à les embarquer? Comment on travaille avec elles, Alain? Ouais, enfin, moi je suis d'accord pour dire que les communautés d'utilisateurs vont donc plus en plus orienter les services de demain. Enfin, je crois que c'est un peu des entités qui finalement vont remonter, puisqu'ils sont avec des utilisateurs, remonter des usages et pouvoir dire aux labos ou aux structures R&D des entreprises, des éditeurs, des fabricants de terminaux ou autres, finalement la vraie vie, quoi. C'est-à-dire en gros quels sont les besoins terrain pour qu'on soit sûr que dans les labs, ils développent bien des choses utiles. Donc il y a celles, je dirais, qui sont organisées. Bertrand a cité SAP, il y a Cybelle, il y a Drone BI, enfin il y a plein de communautés aujourd'hui d'utilisateurs qui sont organisées, qui effectivement marchent. Et je pense en 2015, c'est difficile de se projeter, mais c'est probablement elles qui fabriqueront effectivement les services ou les usages de demain. Moi, il y a un point, enfin, chez Bouygues Télécom, nous, on est de plus en plus présents sur des sites comme Facebook ou Twitter parce que nos clients y sont, et on est sollicité il y a des questions qui sont posées, il faut y répondre, il ne faut pas y répondre 3 jours après ou une semaine après, il faut y répondre dans la journée. Donc on a beaucoup, de nos clients qui finalement nous sollicitent au travers de j'ai cité Facebook, Twitter, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on est en train d'y aller. Donc je pense qu'en 2015, à la limite, la question, on la trouvera même un peu rigolote en disant ah bon, parce qu'on pouvait imaginer fabriquer des services sans même avoir le feedback utilisateur. Donc peut-être que cette question nous fera rien. Mais il y a une dimension, moi je trouve culturelle aussi. On a tous, je pense, des enfants, des jeunes. Ils sont complètement là-dedans, quoi. Je veux dire, ils sont en permanence à utiliser, à créer de l'usage, à imaginer les services de demain. Moi je voudrais prendre l'exemple chez Bouygues Télécom. Alors, on n'est pas dans des communautés d'utilisateurs externes, c'est plutôt interne, des collaborateurs finalement. On a mis en place une application avec Microsoft pour ouvrir en fait la possibilité pour nos 9000 collaborateurs de créer finalement des espèces de communautés internes à Bouygues Télécom. Et là, on a quand même un petit peu réfléchi au début, on s'est dit, c'est quand même un peu osé, parce que finalement, on a une population où on a à peu près une moyenne d'âge de 35-36 ans. Donc c'est relativement jeune, on va dire. Finalement, on a autorisé les collaborateurs à créer eux-mêmes des communautés. Et le risque qu'on prenait, c'est de dire, bon, ils vont tous parler de leur vie perso, entre guillemets. Alors au début, c'était marrant, parce qu'on avait des recettes de cuisine qui commençaient à arriver. Tiens, moi j'ai créé ça, je le fais partager, je crée une communauté, qui veut y aller, etc. Bon, le principe de la communauté. Puis finalement, quand on fait un bilan, on a lancé ça il y a 5-6 mois, 90% c'est professionnel, en fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent Facebook, Twitter pour faire du perso, finalement. Enfin, je dirais, donc ils n'ont pas attendu Bouygues pour faire ça. Par contre, il y a des communautés qui se créent, par exemple, on a une communauté de développeurs internes, donc ils se sont créés leur propre communauté où ils partagent des bonnes pratiques. Ce qu'on ne trouve pas forcément dans Google, ou dans Exalid peut-être. Mais donc voilà, des quick wins, des astuces qu'ils partagent entre eux. J'avais un autre exemple, c'est tout ce qui est Lean Six Sigma aussi. Le mail, par exemple, je discutais hier avec quelqu'un qui avait mis une bonne pratique pour ne plus classer ses mails. Voilà, il l'a balancé dans la communauté qu'ils avaient créée là-dessus, et puis voilà, il y a 150 personnes autour de lui qui finalement ont bénéficié de ce truc-là. Bon, c'est le principe de la communauté à petite échelle, mais tout ça pour dire que culturellement, je crois que de toute façon, la question, elle sera complètement obsolète dans quelques années, puisque de toute façon, n'attendons pas, les jeunes, ils y vont, donc c'est eux qui utilisent, c'est eux qui diront comment il faudra le faire, etc. Donc de toute façon, et les communautés d'utilisateurs, externes ou internes, je pense, vont accélérer ça, et voilà, c'est un peu mon... Donc oui, enfin moi je suis convaincu que ces communautés d'utilisateurs,
et vont, enfin ça va être un raz-de-marée 2015. Bon, on verra. Hein. On va voir. Guillaume, est-ce que tu as mis cette fonctionnalité? Un petit peu effectivement. J'ai deux exemples en tête sur les communautés d'utilisateurs. On travaille en ce moment avec deux grandes entreprises qui sont des fabricants de produits de grande consommation et qu'on aide à trouver sur Internet, sur un certain nombre de sites communautaires, des blogs, des forums, à essayer de faire ce qu'on appelle en anglais du sentiment analysis, c'est-à-dire d'essayer de trouver des tendances de réaction par rapport à des produits. On a aussi un temps travaillé pour des entités politiques ou de services publics pour aussi sonder un peu l'opinion en regardant. Alors c'est un peu plus compliqué parce que il y a moins d'endroits d'accumulation que pour des produits de grande consommation. Mais on voit bien qu'il y a des choses possibles dans le search autour de ça. Alors moi je me souviens quand j'étais à l'école, donc il y a près de 30 ans et plus de 30 ans maintenant, tout ce qui tournait autour de l'interprétation du langage naturel. Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup ou d'espoir autour de ça. L'informatique, on est habitué plutôt à de l'algorithmique, hein, des trucs un peu if then else, 0-1, prédictif, voilà, très très rationnel. Et là, on voit bien qu'on arrive sur du domaine, ce qu'on appelle les données non structurées. Et on se dit oula, c'est quoi ce truc-là? Oula, c'est du flou, c'est du mou. J'ai peur. Et je pense que il y a des choses vraiment qui progressent. Et là encore, je donnerais comme point de référence ce que Google ou qu'un moteur sur Internet arrive à sortir comme résultat. Les 20 hexaoctets que je citais, c'est fondamentalement non structuré. C'est de la donnée en vrac. Et pourtant, il y a des algorithmes qui arrivent à sortir des trucs pertinents. Donc c'est d'autant plus important qu'en préparant, tu me disais que, en général, on clique sur le premier choix. Oui, absolument, absolument. Et Google va même jusqu'à mettre un bouton I feel lucky, c'est-à-dire donne-moi juste le premier résultat. Donc là, il y a de l'algo et c'est pas des humains derrière. Il y a sûrement quelques humains, comme on dit en disant les automates et les humains, mais il y a des tonnes d'algo. Donc il y a des choses intéressantes. Oui, mais on peut faire, enfin là je vais être un peu provocant, mais on peut faire passer n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que quelque part, clair. Si c'est I feel lucky, peut-être qu'on ne le sera pas tout le temps, quoi. C'est clair. C'est clair. Il y a les dangers de ça. On en reparlera peut-être tout à l'heure on en reparlera tout à l'heure, je pense. Deuxième exemple que je veux donner, c'est là dans un périmètre plus classique d'entreprise, qui est tout ce qui est documentation. Hein, le search à l'origine, c'est autour de la fonction documentation. C'est les documents précieux dans l'entreprise. C'est aider les documentalistes à faire leur travail. Et là, on voit bien que on arrive aussi à partir d'une masse de documents ou de mails échangés dans l'entreprise, à trouver les experts, à trouver autour de qui la connaissance s'accumule un peu. Et là, les communautés vont effectivement apparaître. Et donc, je pense qu'il y a des usages, il y a des modes de fonctionnement qui progressent là. Et il y a des bonnes technos pour aider autour de ça, que ce soit des outils collaboratifs ou des moteurs de recherche, évidemment. Ça, c'est une chance. En fait, ça, c'est une bonne transition pour la prochaine question, ou la prochaine assertion, qui est en 2015, les consommateurs ont fait leur révolte. Donc, on parlait un peu du caractère dangereux. Hein, Georges, l'usage doit être éthique, n'est-ce pas ? Tourne ma pancarte parce que ce que je vais exprimer ne concerne vraiment que moi et non pas mon entreprise. Ça fait près de 40 ans que je travaille et dans l'informatique et j'ai cru vraiment que le bonheur était lié à une forme de matérialité, de progrès, de bon usage. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers des mondes humains qui sont différents, des mondes qui sont à plusieurs vitesses. Et il me semble qu'on a loupé la rencontre avec le vrai bonheur, qui était, ou qui reste encore, je pense, d'apporter un meilleur
bien que qu'on est dans une société de la dépendance, et qui dit dépendance, évidemment, de nouveaux pauvres. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 70, il y a eu tout un tas de sociologues qui ont tiré la sonnette d'alarme, et nous avons tous appuyé sur le champignon, parce qu'on était persuadés que c'était la consommation qui allait sauver l'humanité. Et au début donc, du XXIe siècle, on a vraiment réalisé qu'on était en train de détruire la planète. Donc du coup, mobilisation générale, mais évidemment sans toucher à l'essentiel, parce qu'il faut bien consommer pour permettre la survie du système. Alors, ce qui arrive à une sorte d'hypocrisie, de paradoxe, que j'appelle une imposture marketing, c'est où le développement durable est censé cohabiter avec le consumérisme à tout craint. Pas plus tard que la semaine dernière, mon téléphone est tombé en panne. J'ai voulu le changer, même modèle, bon, il avait 18 mois. J'ai voulu le changer, et le modèle précédent n'existait plus, donc j'ai repris dans la même famille de produits le successeur, et là il a fallu que je change toute la connectique, parce que le câble n'était pas le même, etc. Donc évidemment, un truc comme ça, c'est un détail, mais le développement durable traité de cette façon-là, ça me fait doucement rigoler. Donc aujourd'hui, moi je m'interroge sur la finalité des moyens qu'on met à disposition, et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on change totalement de paradigme pour que la performance, la compétitivité, la création de valeur, qui sont les mots avec lesquels on se gargarise, soient plus uniquement subordonnés à une parfaite société d'actionnaires, mais subordonnés au bien-être collectif. Alors aujourd'hui, les prédateurs sont là. Les prédateurs, ils sont là, ceux qui prônent par exemple l'arrêt de l'Internet gratuit, ceux qui ont des positions complètement hégémoniques dans le milieu de l'IT, et qui font qu'ils détiennent quasiment dans leurs mains le pouvoir économique du monde entier, et puis ceux aussi qui, par la technologie pour la technologie, aliènent le libre arbitre. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est que, mais évidemment c'est assez utopique, puisqu'on est là pour parler de la prospective, hein, c'est de plus cautionner ces parures sociales et d'éviter de faire la course à la technologie pour la technologie quand elle apporte une différenciation marketing, okay, mais si celle-ci ne manipule pas le consommateur. Aujourd'hui, il y a des outils qui commencent à exister, qui existent, et qui font un peu peur, qui posent des questions. Et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à me poser cette question-là, parce que j'ai lu la semaine dernière un rapport qui date de 2009, qui s'appelle le rapport COMEX, je crois qu'il est fait par le CNRS, et qui met bien en avant ces phénomènes-là. Donc aujourd'hui, si on crée des outils qui deviennent addictifs pour le consommateur, et qu'on le manipule à son corps défendant, si je peux dire, c'est assez dangereux. Alors, il ne faut pas évidemment revenir à l'âge de pierre, il faut simplement positionner le curseur pour apporter un meilleur être au plus grand nombre, en agissant sur tous les rouages de l'économie, et en évitant de manipuler l'inconscient du consommateur ou de flatter ses déviances pour faire davantage de business. Moi, je pense que ce langage-là, évidemment, n'est pas prêt à être entendu par tout le monde, mais je pense que quand même, si on a le courage de le porter, je suis persuadé qu'on aura modestement, dans la fonction au moins un système d'information, contribué à faire progresser l'humanité vers un petit peu de mieux. Voilà. Georges, merci pour cette prise de position. Hein. Je pense que c'est franchement super. Alors je sais que Alain doit répondre derrière parce que effectivement les opérateurs télécoms, est-ce qu'ils nous fournissent de l'addiction ou de la valeur? Non mais sur cette question, enfin les consommateurs feront-ils, l'exercice c'est de se projeter en 2015, leur révolte. Les consos, même on pourrait dire les consos acteurs et pas les consommateurs, mais parce que je pense que encore une fois, au niveau de l'usage, quand on regarde finalement l'achat d'une voiture, on va dire, il y a 20 ans, quand on achetait une voiture, on l'achetait un peu à vie, pour durée de vie de la voiture. Quand vous regardez aujourd'hui, on est plutôt dans des modes de location. Aujourd'hui, je rencontre plein de personnes autour de moi qui me disent, mais finalement, une voiture, ça sert plus à rien, il faut la louer le week-end et puis terminer, on va pas s'embarrasser avec une voiture, on sait même pas la garer. Donc ce concept un peu d'usage, avec des cycles en plus qui se raccourcissent, d'usage, un phénomène un peu jetable, je dirais. C'est comme quand vous êtes devant une télé, vos jeunes, là, boum, 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 ça zappe, ils regardent tout ça en même temps. On regarde plus un film pendant 2 heures, je dirais. Voilà. Donc il y a une notion d'usage qui, je trouve, avec des cycles qui se raccourcissent, une vitesse pareil qui rentre là-dedans. Et
Green, effectivement, comme disait Georges, on veut maintenant il faut que ça soit green, tout ce qu'on utilise, bon. Donc l'usage, effectivement, fait sa révolution, je suis d'accord. Mais ceci, je pondère un peu parce que je pense que les technologies ont aussi fait leur évolution, et probablement de manière plus importante. Je prends quelques exemples. Le web, Internet, déjà, c'est quand même une révolution technologique. Le PC, quand même le premier PC est arrivé avec sa souris, et que vous avez vu l'interface, la première interface d'Apple avec l'icône, je crois que c'était en 84, je sais plus combien, c'était quand même, c'était de la technologie quand même. C'est pas l'usage qui a dit je veux un icône, c'est l'icône qui est arrivée. Et puis c'est génial, avec l'icône on peut faire plein d'usages, d'accord, mais n'inversons pas les rôles. Finalement le smartphone, effectivement on a cité plusieurs fois Apple. Le principe du screen là, que vous défilez pour faire vos photos ou le One Touch, c'est quand même ça qui a révolutionné l'usage. Mais vous n'auriez pas eu le smartphone, vous n'auriez pas pu le faire sur votre téléphone de base. Donc je dirais que la 3D, il y a 2 ans, je pense qu'on n'en parlait pas, à mon avis. Aujourd'hui, je dirais, à mon avis, en 2015, celui qui n'aura pas sa télé 3D, franchement, il rentre aucun ami chez lui. Enfin, donc voilà, et la 3D, voilà, goûtez-y, vous y avez goûté sûrement, vous l'achetez, Enfin, c'est magique, honnêtement, c'est magique. Donc, c'est les côtés un peu, je trouve, je voudrais rendre un peu hommage, je dirais, aux technophiles ou enfin ceux qui fabriquent tout ça finalement, de dire, quelque part, voilà, c'est le côté magique qui crée de l'usage et qui accélère l'usage. Mais voilà, donc je suis un peu... Réponse, c'est oui, les usages, j'ai cité quelques exemples, notre culture, nos jeunes, etc., de toute façon, vont amener à une accélération des usages, oui, mais les technologies, je trouve également, elles-mêmes font leur évolution. Donc je réponds de manière un peu normande, pourtant je suis angevin, mais je crois que c'est ça, voilà un peu mon point de vue. Tout à fait. Bon, j'ai gardé Boutel, bon. Ok, je pense que les technologies, effectivement, auront fait leur évolution, évoluent. Je pense qu'on va prendre 2 exemples dans les technologies qui sont autour de la table. Le butineur, notre butineur évolue, et les outils de recherche aussi. Je pense que tu peux nous en parler, Guillaume. Enfin, c'est quand même une révolution en marche, là. Oui, sur cette révolution et sur ce que la technologie peut apporter, moi, un peu un point de vue aussi d'observateur de l'informatique avec mon rôle de professeur d'informatique à Centrale. D'abord une grande modestie par rapport à toutes ces évolutions. Quand je reprends mes cours d'informatique, où j'essayais d'illustrer ce que les grands sages disaient de ce qui allait arriver, l'Internet mobile, c'est quand même, pour autant que je m'en souvienne, on parlait beaucoup de vous aurez la télévision sur votre téléphone. Bon, on disait super, mais bon, on va voir. Et finalement, moi je suis extrêmement frappé du fait que finalement ces smart device, parce que on appelle encore ça des phones, mais c'est plus une device, c'est plus un terminal mobile qu'un téléphone maintenant. Désolé pour les opérateurs, mais je pense que eux aussi peuvent aussi en profiter. On a des terminaux mobiles finalement. Et donc le rôle des informaticiens, les directeurs informatiques ou les éditeurs, enfin tout le monde sur ce métier de l'informatique, on cherche à apporter de la valeur à un client, à un métier. C'est toujours autour de ça que ça tourne. Alors il faut maîtriser la techno, il faut qu'elle soit, comme on le disait tout à l'heure, avec une haute disponibilité, avec un coût raisonnable, on a tout ça. Mais le vrai challenge intéressant, c'est comment on apporte de la valeur. Et je trouve qu'on a, avec ces technologies mobiles maintenant, des terrains d'expérimentation et plus que ça, d'apport de valeur qui sont fascinants. C'était Bill Gates il y a probablement plus de 10 ans, information at your fingertips, mais on était encore câblé avec du terminal lourd. Là, c'est n'importe où, n'importe quand. Donc c'est fascinant. Et donc le challenge que ça induit pour tout le monde, pour les directeurs informatiques, pour les éditeurs de logiciels, pour les opérateurs, pour les SS2I, il est extraordinaire. On a des architectures à inventer autour de ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Très bien. Bertrand, je pense qu'aussi les solutions de voyage. En effet,
si un jour le stress du voyageur doit diminuer, c'est quand même le but de toutes ces évolutions techno, c'est vraiment par un push technologique très fort. Hein. Moi, je vais parler un petit peu pas seulement du mobile, mais de la dématérialisation en général. Hein. C'est quelque chose qui a été assez lent, mais maintenant, il n'y a plus de billets papier, hein. Le billet est électronique. La recherche, l'évolution des techniques de recherche, le massivement parallèle, etc., repousse tous les jours les limites de ce qu'on appelle le pré-shopping. Hein. On a maintenant, et on a fait un truc avec Amadeus là, qui s'appelle Affinity Shopper, et qui permet de ne plus dire exactement où on veut aller, ni quand, mais on donne une période assez large, on dit combien on a d'argent et quels sont ses centres d'intérêt, et on a une carte du monde qui vous montre les solutions qui sont possibles par ça. C'est sur le site de Lufthansa. Bon, donc ces limites technologiques sont repoussées par des gros centres de calcul. Hein. Amadeus, on processe 700 millions de transactions maintenant par an dans un centre, dans le plus gros centre de calcul d'Europe, avec des très hauts dispos. On fait les sites de 120 compagnies aériennes, donc on est le 6e site marchand du monde en nombre de visites. Bon, ça permet. Et alors, bon, après, il y a le mobile qui permet au voyageur qui, une fois qu'il a commandé son voyage, et là, on lui souhaite bonne chance tous les aléas, hein, donc qui lui permettra d'être connecté. Donc là, il y a beaucoup d'évolutions qui feront qu'on peut penser qu'en 2015, il sera moins seul et moins perdu dans ses expériences de voyage qui sont toujours très très disruptives. Hein. Bon, donc ça, c'est l'aspect technologique. Alors, par contre, il y a effectivement des menaces, hein, comme Georges le citait, c'est des grands acteurs qui rentrent là-dedans et qui poussent à la standardisation. Donc nous-mêmes, on est un acteur de standardisation, mais il y a aussi des Google et des Apple qui rentrent dans le système et qui font peser les menaces que citait Georges. Hein. Donc il faut... Bon, et là-dedans, le consommateur... sa révolte, enfin, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, dans sa révolte. Voilà. Il faut qu'il reste vigilant quand même. Voilà. La dernière assertion, c'est en droite ligne de ce qui vient d'être dit, c'est en 2015, le fournisseur ou le DSI est un compositeur de services. Alors, bon, vu l'improvisation qu'il est parfois nécessaire dans l'IT, il vaut mieux qu'il soit jazzman, hein, mais est-ce que réellement on peut aller... Pour combler ces ruptures de chaîne dont tu parlais, est-ce que réellement composer des services en prenant, par exemple, en laissant une place à quelqu'un pour de l'improvisation, mais tout en étant dans un cadre bien défini, c'est pas la solution? Ça, c'est effectivement une voie. Bon, nous, c'est notre métier depuis 20 ans. Amadeus, c'est un acteur communautaire qui a été créé par des compagnies aériennes pour créer des effets d'échelle sur ces systèmes qui coûtent très cher. Ça nous a amené à créer des outils les plus paramétrables possibles, où tous les acteurs peuvent rester différenciants, mais utiliser des outils communautaires paramétrables. Donc on a poussé très très loin ce modèle-là, y compris dans les modèles économiques, hein, on permet à nos clients d'avoir des formes d'exclusivité pour se différencier sur le web pendant un certain temps, puis de reverser leur création au bout d'un certain temps dans le modèle communautaire. Donc, donc là-dessus, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et je pense que c'est effectivement... alors ensuite, les DSI des compagnies, des agents de voyage utilisent ces services-là en complément de logiciels SAP pour leur gestion plus classique ou d'autres partenaires IT. L'un des challenges qu'on a quand même pour arriver à faire ça, pour bien combiner le communautaire et la différenciation, c'est de rentrer dans des modèles de co-développement, par exemple de partage de framework et des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore totalement mûres, mais qui sont une barrière à franchir pour que des compagnies aériennes puissent développer des bouts de leur site web et utiliser d'autres bouts qui sont faits par des acteurs plus communautaires. Donc ça,
c'est une tendance. Il se trouve que les compagnies aériennes coopèrent depuis très longtemps dans leurs opérations, parce qu'elles ont besoin de correspondance et autres. Donc ça s'est fait naturellement. Ça se faisait moins naturellement dans le monde des hôtels, des aéroports mais avec la crise et la dérégulation du rail, on rentre dans les autres acteurs du voyage dans des choses comme ça. Ça commence à pénétrer. Hein. Encore une fois, l'enjeu fort, c'est d'arriver à faire de la standardisation, parce que l'usager a besoin d'un truc qui soit pas différent à chaque fois qu'il prend une nouvelle compagnie aérienne ou qu'il utilise une nouvelle compagnie de rail ou une nouvelle chaîne d'hôtel. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que toute la chaîne des acteurs puisse travailler ensemble. Dans la chaîne des acteurs, effectivement, ça c'est un point important. Contrairement au Vélib, où là il y a un opérateur de service très simple, là les opérateurs ils sont multiples, il y a des ruptures de chaîne que vous vivez tous. Par exemple, quand vous montez dans l'avion, pour des raisons de sécurité, on fait très attention à ce que votre bagage vous suive. Donc dans le domaine de la traçabilité des bagages et du fait que le bagage suit le voyageur, les compagnies aériennes ont beaucoup investi, les systèmes sont très sophistiqués. Par contre, dès qu'on est en correspondance, le bagage descend, il rentre dans le tapis bagage de l'aéroport, qui lui est géré d'une certaine façon, et puis parfois le bagage ne ressort pas. Et donc typiquement, le fait d'installer des outils communautaires dans la chaîne, et c'est des choses qu'on commence à faire, d'avoir des informations partagées entre les acteurs, permet de repousser les limites et les ruptures de chaîne telles qu'on peut les... Bon, un autre exemple, dans la réservation aérienne, il y a une notion que tous les systèmes de réservation connaissent depuis 30 ans, qui est le PNR, le dossier passager, qui enregistre les principales caractéristiques du voyage qu'on a réservé. On est en train d'étendre, puisqu'on a maintenant des logiciels qui font pas seulement la réservation, mais l'enregistrement, qui suivent le voyageur au fur et à mesure de son voyage. On étend cette notion de dossier, on le rend multicanal pour que les différents acteurs puissent y accéder. Hein. Du coup, le voyageur, là aussi, quand il s'adresse soit à Amex, soit sur le web, etc., il a l'impression d'être plus... son expérience, ses problèmes sont plus suivis et passables d'un acteur à l'autre. Voilà. Très bien. Alors, moi j'avais envie de parler des offres N-Play, puisqu'on est à triple play aujourd'hui, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que le consommateur puisse jouer sa propre partition, soit lui-même compositeur? Alors on est, Claude, dans le quadruple play maintenant. Ah oui. Je suis désolé. Je suis une génération de retard là. Donc moi j'aime bien en tout cas le terme que tu as choisi, la DSI compositeur de service. Et finalement, le métier de DSI, effectivement, moi je dis qu'il change tous les ans. Je trouve que c'est un métier qui a cette richesse d'être très transverse en fait à tous les métiers finalement de son entreprise, quel que soit son cœur de métier. Et finalement, compositeur de service, je pense que oui, de plus en plus, donc toujours en 2015. Finalement, moi je vois deux axes. Enfin, il y a l'axe usage, les clients finalement, mais même vos clients, vos collaborateurs. Finalement, demain, ça va être quoi? Vous levez le matin, donc vous regardez déjà vos infos sur votre iPad ou votre quelque chose. Vous passez un coup de fil, vous continuez votre communication en voiture parce que c'est repris automatiquement sur une carte SIM voiture. Vous arrivez au boulot, donc vous avez fait des messages entre-temps, etc. sur votre smartphone, vous avez votre PC, vous partez en clientèle, 3G. Vous revenez le soir finalement dans votre salon, vous étiez en train de regarder, bien aimé l'exemple de la télé sur le téléphone, ce qu'il faut jamais faire en voiture évidemment, mais vous arrivez chez vous, vous prolongez tout ceci sur votre magnifique écran 3D à la maison, dans votre salon confortablement installé. Bref, vous voyez que finalement, nous tous allons quelque part être complètement, je dirais, dans une expérience client, consommateur, de A à Z, enfin du début de la journée à la fin de la journée. Et donc tout ça, enfin tout ce que je viens de dire est une expérience client finalement, mais d'un point de vue informatique, on peut imaginer que tout ça, il va falloir le suivre, suivre les usages, facturer quand même au passage, etc., etc. Et donc le métier de DSI, ça va être de composer, enfin j'aime bien le terme de composer, moi, de composer avec l'ensemble des acteurs
hardware, software, logiciel, interne, etc. Donc l'aspect compositeur, je trouve assez bien. Moi, finalement, ce métier de DSI, moi, je trouve qu'il est passé en 3 phases. C'était surtout, je dirais, il y a une dizaine d'années, vraiment l'image du technicien, j'ose dire boîte noire. Je dirais, ce qu'il fait, ça a l'air d'à peu près bien se passer, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, ça tourne. C'est un peu le concept boîte noire des années 90 même, ou je ne sais pas combien de temps. C'était un technicien souvent à cette époque-là. Moi je trouve en ce moment dans l'ère du communicant, c'est-à-dire le rapprochement avec les métiers. Partout on lit proximité, métier, IT, c'est indispensable, etc. On est complètement dedans. Et puis demain, moi je le vois plutôt, 2015, si on joue à l'exercice, plutôt l'innovateur, le numérique. C'est-à-dire que demain, on y est déjà, on commence, l'ère du numérique, c'est-à-dire tous ces usages-là, il va falloir quand même que le DSI, il ait quand même une panoplie d'outils pour suivre tout ça. Enfin, le DSI ou la DSI, on va dire. Donc voilà un petit peu le DSI compositeur, donc oui, vraiment vers un DSI plus innovateur, et dans une ère qui est inéluctable, comment on dit ? Inéluctablement. Inéluctablement, ouais. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit, pas toi, mais numérique. Voilà. Très bien. Ça se heurte quand même à une non-standardisation. On en a un peu parlé tout à l'heure. Quelque part, si on veut bien composer, il faut quand même avoir les mêmes notes, jouer avec les mêmes notes. Et est-ce que tu peux nous en parler, Guillaume ? Est-ce que un moteur de recherche, c'est pas un petit middleware finalement ? Je vais reprendre un point de vue très architecture et plus bas dans les couches que les usages, là pour le coup. On travaille en ce moment avec un grand équipementier d'origine française qui est présent à l'international. Et le sujet, c'est pas du enterprise search pour, comme je disais tout à l'heure, trouver les communautés d'experts, retrouver des documents. On est sur la construction de ce qu'on appelle maintenant les search-based applications, donc une application basée sur un moteur de recherche et sur un index. Et l'architecture est intéressante parce que c'est un équipementier qui a une croissance organique naturelle et puis qui fait des acquisitions. Et l'une des applications qu'on construit avec lui, c'est un tableau de bord usine. Et il y a 200 usines dans le monde avec 6 systèmes, 6 progiciels qui équipent les usines. Il y a une grande migration vers un progiciel de référence en cours, mais à un moment donné, il ne faut pas rêver. Le monde il est hétérogène et je pense forever. Donc ça on peut rêver des architectures unifiées et des trucs et des web services et des machins. La réalité elle est qu'il faut de la câblerie, du machin. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc nous la brique qu'on apporte, qui est effectivement plutôt middleware, comme tu disais Claude, c'est une capacité à aller chercher dans chacun de ces progiciels usines, il y a du MacPack, il y a du BPCS, les vieilleries d'il y a plus de 20 ans. On va chercher les données là-dedans, on les met dans l'index et on donne accès à ces données. Alors, c'est pas de la donnée instantanée hyper fraîche, comme un index peut être dans une base de données, mais on a une techno complémentaire. La fraîcheur, elle est de l'ordre peut être autour de 5 minutes, 10 minutes ou le quart d'heure. Ce qui change pas mal du BI, où on avait plutôt des cycles un peu plus longs, et on est en train de construire des applications intéressantes. Donc ce monde hétérogène, le compositeur de services, je pense que c'est des challenges un peu à tous les étages de la chaîne de valeur, sur l'interface utilisateur, sur les réseaux, mais profond dans les datas, il y a aussi des choses pas simples à faire, et je pense que vraiment il y a des technos émergentes, la middleware amusante autour des technos d'index. De manière pragmatique, d'être standardisé, ça permet d'être un peu plus green. C'est l'exemple de Georges de tout à l'heure. Alors, j'avais envie de donner une dernière assertion, puisque finalement on fait tout cela pourquoi ? C'est en 2015, le client utilisateur sera-t-il plus heureux ? Alors je pense que chaque participant de la table ronde va répondre à sa manière. Georges, tu veux commencer ? J'ai déjà répondu tout à l'heure. Bon, alors moi je pense que le voyageur sera peut-être moins abandonné, ça j'y crois et moi j'y travaille d'arrache-pied,
Par contre, il va être plus harcelé, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il va être connecté, mais on va lui proposer des suppléments et des fils dans l'avion et tout, à tous les coins de rue, ça c'est probable. Et puis, il y a quand même un enjeu fort que l'ensemble des acteurs se rendent compte. Enfin, ce problème des ruptures de chaîne est quand même encore devant nous. Hein. Voilà. Alain ? Alors, est-ce que le client utilisateur sera plus heureux en 2015 ? Moi, je pense que tout dépendra de la capacité enfin, c'est ce qu'on a déjà dit, mais de l'écosystème, enfin, des différents acteurs, à faire deux choses, enfin, à mon sens, à rendre les choses les plus simples possibles. Guillaume parlait de l'intuitivité quelque part, que les choses soient simples. On voit que dès que quelque chose de simple arrive, l'usage décolle. Donc je crois que c'est la capacité de tout le monde justement à se mettre sur des choses très ergonomiquement simples d'usage. Et puis je pense que le deuxième critère à mon avis, c'est l'aspect prendre soin, attention, à l'attention. On dit en français take care, hein, c'est le fait de prendre soin de chacun. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui les communautés d'usagers se développent, c'est parce que vous posez une question, il y a quelqu'un qui vous répond dans l'heure, les 2 heures, voilà. Vous avez quelqu'un qui prend soin de vous. Et ça, je pense que c'est formidable. Si on réussit ces deux trucs-là, de l'ergonomie simple d'usage et une capacité à prendre soin, enfin, à l'individu, non pas vous arrivez, vous savez, comme à l'époque, vous arrivez quelque part, attendez, prenez votre ticket, quand vous aurez votre numéro, vous viendrez au comptoir. Ce qui est totalement énervant, quoi. Donc là, vous posez une question, on vous répond. Donc effectivement, il faudra des outils, de la techno, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est un peu, je pense que si on réussit ces deux trucs-là, non seulement le client sera content, mais les entreprises seront contentes, parce que développement d'usage égale développement de chiffre d'affaires. Donc à un moment donné, on a bouclé la boucle. Voilà. Maintenant, on a 5 ans encore pour voir si c'est bon, ça fait. Là. Et quand Claude a travaillé un peu avec nous sur les différentes questions, j'ai adoré cette dernière question. Je me suis dit, tiens, ça décadre un petit peu. Enfin, voilà, on va parler techno, moi je vous parle de middleware, des briques d'infrastructure, bon, et le client et le bonheur dans tout ça. Et, voilà. Et en fait, ça m'a rappelé mon bac en 75, Académie de Paris, section C, scientifique. Devoir de philo, et je m'étais précipité sur le sujet, à quoi sert la technique ? Fabuleux pour un scientifique, fabuleux. Alors je ne vais pas vous donner, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce que j'avais écrit à l'époque, mais je sais que j'avais eu 13 pour un donc j'étais assez fier. Et j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac. Et donc, remarquable. Après le président du comité des ingénieurs et scientifiques de France, je me fais tout petit. Moi, 2 idées autour de ça. Je me suis dit, est-ce qu'on sera plus heureux, le bonheur, voilà. Et j'ai pensé à 2 trucs. Je me suis dit d'abord, alors je ne vais pas philosopher sur ce qu'est le bonheur, mais je me suis dit, quelle liberté est-ce qu'on a en tant que citoyen, individu. Je pense que le bonheur, en partie, ça vient d'une liberté de choix, liberté de comportement. Voilà. Et donc j'ai eu en tête deux exemples. Je me suis dit, ces grands moteurs de recherche dominants sur le web, et je ne cite pas de nom, finalement, sur ces autoroutes de l'information, que sont nos 20 hexaoctets, est-ce qu'ils n'ont pas fait un hold-up des panneaux indicateurs? Voilà. Et je me suis demandé comment on se repérait sur le web. Bon. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est en prenant le métro, en étant au milieu de pas mal de gens, je me suis dit, la liberté, c'est aussi faire attention aux addictions. Et on connaît les addictions aux drogues, à la cigarette, aux jeux vidéo. Et je me suis dit, est-ce que notre téléphone portable, il n'est pas devenu notre cigarette? On le sort, on le regarde. Quelle liberté est-ce qu'on a par rapport à ce monde de l'information au quotidien? J'ai reçu un SMS, j'ai reçu des mails, anytime, anywhere, et le soir à la maison, et pendant le week-end, et quand on est à dîner chez des amis. Qu'est-ce qu'on fait de cette device? Voilà. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, attention, voilà, tout n'est pas encore joué. Tout n'est pas joué, on a encore du travail
devant nous. On va prendre 2 ou 3 questions. En tout cas, on va remercier nos intervenants qui ont été super. On a le temps de prendre 2 ou 3 questions. Bonjour, mon nom est Pierre Liotto. Merci d'abord pour la qualité de cette table ronde qui était tout à fait exceptionnelle. Je voudrais rebondir sur peut-être sur le dernier point qu'a nous a donné Guillaume sur les panneaux signalisateurs et sur le fantasme de la pseudo-gratuité du web dont parlait Georges tout à l'heure. Parce que finalement, quand on entend le Affinity Traveling, on se dit finalement qui c'est qui va vous dire où est-ce qu'on va voyager et sur quelle base. Aujourd'hui, on sait qu'un moteur de recherche, les premiers liens tout en haut, ben, ils sont payés. Hein. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a décidé de payer pour ces liens-là. Et de la même façon, quand vous avez un smartphone, vous savez que le constructeur a décidé quel contenu vous pouvez regarder et lesquels vous ne pouvez pas regarder. Donc, je veux dire, où va-t-on dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Est-ce que cette gratuité du web est un élément fondamental de cette technologie et est-ce qu'elle va résister, je dirais, est-ce que le consommateur, en 2015, va pouvoir aller au-delà de ce fantasme? Je vais répondre là-dessus. Je pense qu'il faut retracer ce fait un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, parce qu'en France, on est un peu privilégié. C'est vrai quand on regarde, par exemple, le prix de l'abonnement Internet en Europe, notamment moi je travaille pas mal avec la Pologne, on n'est pas du tout dans les mêmes fourchettes de prix. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une surenchère pour faire en sorte que, pour baisser les prix, de manière à éliminer le maximum d'opérateurs. Aujourd'hui, il reste peu d'acteurs sur le marché, et donc maintenant on se dit, on va rouvrir les vannes. Et le problème, c'est qu'on recrée un fossé. On a tout appuyé le développement économique sur Internet, tant pour le consommateur que pour les entreprises. On parlait ce matin de dématérialisation d'échanges électroniques de données. Bon. Et le fait qu'on va revenir sur des systèmes payants va recréer encore une situation de dépendance et accélérer le fossé dont je parlais dans ma précédente intervention. Donc, moi je vois que les pouvoirs publics ont l'air vraiment de se saisir de ce sujet-là à bras-le-corps, ce qui est bien quand même, parce que pour moi, et je comprends bien qu'il y a des investissements et tout ça, je ne le nie pas, mais pour moi ce serait quand même une sacrée marche en arrière, justement sur l'usage et la possibilité à tout le monde d'accéder à cet outil merveilleux. Merci. Il y a un élément que je n'ai pas cité, là, toujours dans mon domaine. D'abord, neutralité sur le web, oui, on peut le faire. Hein, et effectivement, nous, on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on peut faire, dans les agences de voyage et les Expedia, etc., on fait des choses qui sont neutres. Donc le fait de pousser le consommateur où on veut, c'est pas forcément le credo de tous les acteurs de ce monde-là. Par contre, gratuité, il faut quand même voir que le développement très fort du commerce électronique et de tout le self-service et la dématérialisation du voyage, c'est quand même poussé par les difficultés des transporteurs et la crise économique. Enfin, je veux dire, alors c'est un autre sujet, mais si les compagnies aériennes se démènent dans ce domaine-là pour que le consommateur fasse leur boulot, pour coller son étiquette bagage et tout ça, c'est aussi pour faire des économies et diminuer le nombre de gens dans les aéroports pour aider les voyageurs. Donc il y a aussi des pushes économiques qui sont complémentaires. Okay. Là, je ne renie pas du tout ce qu'a dit Georges, mais il ne faut pas oublier ça. Merci. On prend une dernière question. Merci pour cette table ronde. Sabine Bonnequet. Je vais rebondir à nouveau, c'est assez proche de la question précédente, sur la liberté de choix.
toutes les technologies de personnalisation, sentiment analysis ou BI, ça nous conduit de plus en plus effectivement à une restriction. Je vais prendre un exemple tout simple, je ne vais pas citer l'opérateur télécom en question, mais en changeant de mobile, j'avais un super portail, mon téléphone qui était très très vieux n'était plus reconnu, et j'avais le droit à un superbe coupon de réduction de 100 € si je prenais un nouveau téléphone mobile. Donc je saute sur l'occasion, je prends mon nouveau téléphone mobile et j'ai une nouvelle interface qui correspond aux usagers de ce nouveau téléphone mobile, où le coupon de réduction a complètement disparu, et j'ai retrouvé ce fameux coupon de réduction en faisant une recherche par Google, parce que c'était totalement impossible sur la recherche de l'opérateur. Donc tout ça nous conduit en fait à une analyse de nos propres comportements, sur une rationalisation des comportements qui est peut-être seulement d'un côté. Non plus l'opérateur, même si je suis un peu tenté, mais vous avez raison, enfin, c'est pas... Il y a un peu d'éthique dans ce que vous dites. Là, il faut de l'éthique. J'ai noté. On va prendre une question du tweet. Il y a une question qui... Les entreprises sont-elles prêtes à agréger des services fournis par différents fournisseurs pour créer une richesse fonctionnelle? Georges, ça te dit ça? C'est une très bonne question, certainement une voie d'avenir, notamment avec les produits, on a parlé ce matin de ça aussi, du SaaS. Donc l'interconnectivité, l'interconnexion, si je peux dire, des SaaS, fait que les systèmes d'information, de plus en plus, vont être exogènes à l'entreprise. Ils le sont déjà par le biais par exemple, des échanges électroniques, du B2B. Aujourd'hui, bien malin qui peut dire, très souvent, par exemple chez nous, la supply chain, etc., elle est partagée avec les fournisseurs. Donc, demain, effectivement, de plus en plus de systèmes SaaS vont pouvoir interopérer et recomposer le paysage de l'IT dans nos entreprises. Si je rajouterais, dans un environnement, enfin quand tu parles de ça, SaaS privé, enfin, dans un cloud privé, public. C'était dans le monde public là? Ouais, je crois un peu moins. Nous on est là-dedans depuis le départ avec la réservation, et puis maintenant on fait de l'enregistrement, du guide management, de l'inventaire, etc. Donc les compagnies aériennes utilisent pour leur système d'information un bout d'Amadeus, un bout d'SAP, un bout de... Voilà. Oui, mais on opère en mode SaaS, c'est-à-dire que... Non, pour moi c'est une réalité ça. Le futur est déjà là. Bon, on va arrêter là les débats. Merci encore aux intervenants.